Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Baba Diagne. I am the greatest. Salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du RMC Fighter Club. Et aujourd'hui, on va sur le Noblard. Aujourd'hui, on va tacler un sujet très important, un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps. La boxe versus le MMA, qu'est-ce qui se passe entre ces deux sports? Pourquoi il y a autant de connexions? Pourquoi on en parle tout le temps? Pourquoi dès qu'un combattant en anglaise fait une grosse perte, on a un combattant de MMA qui vient le chercher? Et vice versa, il se passe beaucoup de choses et on a décidé d'en débattre aujourd'hui au sein de la rédaction. Donc j'ai amené avec moi mes deux acolytes de la rédaction du Fighter. J'ai Anthony Sterpini, comme d'habitude. Salut Anto. Salut Baba, salut Yas, j'espère que vous allez bien. On va bien parler et il y en a un qui va en prendre pour son grade, je pense, tout au long de cet épisode. Et Yacine Zaouini, que vous retrouvez souvent sur les Fight Week notamment et un petit peu partout. Si vous venez sur les events, vous le voyez normalement. Salut Yass. Salut Baba, ça va? Ça va impeccable. Écoute, on a fait une bonne séance de sport ce matin. On va rien cacher à tout le monde. Et puis maintenant, on va tacler un gros sujet. On y va tout de suite. Boxe versus MMA, le sujet est vaste, on va essayer de faire ça pas trop long, mais d'amener beaucoup d'éléments. Moi je vais commencer par une question qui est très très simple les gars. Pourquoi il y a cette tentation des combattants de MMA d'aller vers la boxe? Anto? C'est la même chose depuis très 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 souvent, c'est un peu un mélange, déjà ça s'explique tout simplement l'argent. C'est pour moi, je pense qu'on est un peu tous les trois d'accord sur ce terme-là, l'argent et la motivation première des combattants MMA. Je trouve qu'il y a aussi le prestige, que ce soit médiatique ou sportif, et aussi plus sur les dernières années, l'opportunité des événements que peuvent proposer la boxe aujourd'hui. Ouais. Bon, moi je suis d'accord, hein. L'argent, le prestige, l'argent forcément, hein. Les bourses, on parlait il n'y a pas longtemps de Crawford Canelo. Ouais. Comparer ça avec les salaires à l'UFC, les boxeurs rigolent souvent justement des salaires des combattants de MMA. Crawford lui-même s'était moqué d'Ousmane et Henri Cerudo dans leur podcast. Qui avait essayé de défendre le beefsteak un peu. Hein. Qui avait essayé de défendre. Crawford avait même ajouté que tu pouvais être en main event justement d'un événement à la Sphère et tu toucherais très probablement moins qu'un gars en undercard justement d'un gros event de boxe. Après, il y a aussi le prestige, hein, pour moi, Anto, tu l'as dit. La boxe, voilà, c'est un sport qui a beaucoup plus d'âge. C'est un sport qui possède de plus grandes légendes. C'est le noble art, en fait. C'est l'image, c'est la bonté du combat. Et c'est les grandes scènes aussi. Hein. Je pense que l'UFC, jusqu'ici, n'a pas rempli de gros stades, n'a pas rempli de grosses salles. La boxe le fait, la boxe fait de plus grandes choses actuellement. Ouais, et puis Dana White il refuse pour l'instant de faire des events en stadium. Je pense qu'il a un peu peur aussi, hein, que ça sonne creux et qu'on puisse pas faire les 90 000 que Anthony Joshua a fait à Wembley par exemple. Moi je vais parler prestige, l'oseille, l'argent, vous avez raison, évidemment les primes c'est pas les mêmes. Mais moi je dis toujours, et je disais aussi avec Herbie de Jab Life et ancien évidemment Fighter Club, qu'une grosse soirée boxe, l'atmosphère, l'énergie que tu vas avoir dans une grosse soirée boxe, je suis désolé, mais c'est pas pareil qu'un gros main event de l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand on avait Terence Crawford contre Canelo, tout le monde, absolument tout le monde, était à la maison, à l'heure. Tout le monde t'envoie les messages. À quelle heure tu penses que c'est le main event, etc. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire que c'est des personnes qui regardent pas de sport de combat. Tu vas avoir sur un gros event de l'UFC de temps en temps des choses comme ça, mais encore une fois, l'atmosphère, ce que tu vas ressentir, les vibrations, le monde qu'il y a en ligne pour essayer de commenter le combat, des personnes qui essayent de donner leur pointage, c'est des choses que tu retrouves qu'en anglaise. Je pense qu'aujourd'hui encore, l'anglaise, c'est un sport légendaire au point où tu vas avoir une énergie légèrement supérieure. Maintenant, on va revenir quand même sur l'argent. Vous avez tous les deux évoqué le cas récent de Crawford-Canelo, les primes qu'ils ont touchées tous les deux. Crawford, il a fait plus d'argent qu'il n'en a jamais fait dans ce combat-là. Canelo, il a fait des primes exceptionnelles. On est sur plusieurs centaines de millions d'euros. Alors qu'avec le modèle de l'UFC, qui est l'organisation où tu vas faire le plus d'argent, clairement, avec les pay-per-view points, avec la prime qu'on va te donner sur ton contrat, plus les fameuses primes qu'on nous dit qui sont secrètes, tu vas arriver peut-être à 3 millions. Et c'est ça mon point, c'est que tu es sur du peut-être à l'UFC et en MMA, alors qu'en anglaise, c'est du sûr. Surtout que c'est protégé par le Ali Act. On rappelle que Dana White essaye pour l'instant de détruire un petit peu ce Ali Act. Est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau deal, parce que vous êtes tous les deux très connectés, tout comme moi sur les réseaux, on regarde ce qui se passe, le nouveau deal que l'UFC a signé avec la Paramount,
votre esprit d'analyste, mais aussi de fan, est-ce que vous pensez que l'UFC va mieux payer les combattants après ça? C'est quoi, qu'est-ce que votre instinct vous dit? Bah déjà, il faut poser la question à Jacques de la Maddalena. C'est le premier combattant de l'UFC à signer pour plusieurs combats avec le nouveau deal Paramount. Donc pour rappel, on arrondit un peu les angles. L'UFC a vendu ses droits sur 7 ans pour 7 milliards 7 à Paramount. Ça va être du droit je dis pas de bêtises, c'est 7,99 livres par mois pour regarder tout l'UFC. Il y a un deal aussi à 12,99 par mois pour Paramount Plus. Bah, peut-être que l'UFC a bien vendu ses droits. Il y a Paramount qui va gérer aussi de l'argent pour ça. Mais l'UFC n'est pas connu, en tout cas depuis 1993, la part des combattants a augmenté sur 5 ans pour aller jusqu'à 10-15%. Et ça n'a jamais dépassé les 10-15%, alors que l'UFC s'est enrichi d'année en année. Ils ont fait des chiffres d'affaires, et c'est les premiers à s'en vanter. Hein. Oui, on a dépassé notre record de chiffre d'affaires, encore une fois. Depuis 2003, on fait qu'augmenter. Bah ouais, mais la part des combattants, elle n'a pas augmenté du tout. Oui, tu vas entendre que Topuria gagne plusieurs millions. Ça dépasse peut-être pas 3. Cyril Gane qui gagne 1,5 million pour un combat contre John Jones. Attention, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça reste énorme. Mais pour une anglaise, Canelo, oui, c'est la plus grande star. Mais aujourd'hui, la plus grande star du MMA, on est sur Ramzat, Ilia Topuria. C'est 3 millions. Ouais. La plus grande star de la boxe aujourd'hui, Canelo Crawford. Canelo, il a perdu. Il a touché 105 millions. Et je vois pas l'UFC donner 105 millions à un mec pour un seul fight aujourd'hui. Hein. Quelle raison t'aurais de croire Dana White de dire qu'il va mieux de répartir l'argent qu'il est en train de gagner là? Aucune. Non, mais si on est honnête, aucune. Ouais. En fait, comme tu l'as si bien dit Anto, les revenus de l'UFC n'ont fait qu'augmenter. La part justement de ces revenus qui va dans la poche des combattants, donc dans leur rémunération, n'a pas spécialement, elle, augmenté. Pourtant, avec tout ce qu'ils apportent et ce qu'ils mettent à contribution dans leur vie, justement, pour les beaux yeux de Dana White, je pense qu'ils le mériteraient un petit peu. Alors certes, t'es combattant UFC, t'es super bien encadré, il n'y a rien à dire, tu disposes d'infrastructures exceptionnelles. Moi, pour avoir eu la chance de couvrir des Fight Week à Vegas, j'ai pu justement accéder au PI, visiter le Performance Institute, voir justement les combattants récupérer leur nourriture, etc. C'est incroyable, vraiment, l'infrastructure est complètement dingue. Maintenant, est-ce que tout ça, ça vaut vraiment la chandelle quand tu vois la part? On n'est pas en NBA, en fait. T'as pas 50% des revenus du sport, de la ligue, qui vont dans les poches des combattants. Et je vois pas spécialement de raison pour que Dana décide justement du jour au lendemain, alors qu'il peut s'en mettre toujours plus dans les poches, de justement mieux rémunérer les combattants. Il y aurait un moyen, mais les combattants refusent de le faire depuis des années. Ce serait de s'unir. Oui, alors oui, mais il me semble que c'est une des clauses justement des contrats UFC, ils n'ont pas le droit de se syndiquer les mecs. Ouais, c'est ça. Donc c'est compliqué de s'unir. Et je pense qu'ils sont suffisamment rodés à l'UFC d'un point de vue juridique. Hein. Ouais, mais après, en toute franchise, et au-delà du point juridique, et au-delà du fait de s'unir, moi, il faut parler aussi de la mentalité des combattants. Moi, je veux bien les ériger en victimes, entre guillemets, de ce système-là. Maintenant, j'entends le fan qui me dit ouais, mais ils ont signé le contrat, les mecs. J'entends jusqu'à un certain point, parce que c'est un argument qui peut quand même être caduc assez rapidement. Ceci étant, je peux entendre le point dans le sens où tu vas avoir ces gars-là qui souvent vont chercher à rentrer dans les petits papiers, quitte à ce que ce soit contre leur intérêt, notamment financier. Sans parler des managers, des gros managers établis aujourd'hui. On peut citer Ali Abdelaziz, notamment, il n'y a aucun problème à le citer. On peut citer Tiki Gon aussi, gros manager à l'UFC, et grand ami de Dana White et des Fertitta, qui vont mettre leurs combattants un petit peu dans la merde. On a eu le cas récemment avec Sterling et Ortega, où Sterling ne comprenait pas pourquoi il faisait un 5 rounds, alors qu'il avait les mêmes primes que s'il faisait un 3 rounds. Son combat n'avait pas d'implication pour un titre, et il n'était pas main event, donc il ne comprenait pas, le mec, tu vois. Surtout que derrière, Ortega a eu des gros problèmes. Donc, moi, c'est des choses où... Je sais parfaitement que l'UFC a de mauvaises pratiques là-dessus, et je suis le premier à le dire, et vous le savez très bien, ceux qui nous écoutent depuis longtemps, mais il faut aussi que les gars se responsabilisent, parce que vu les 7 milliards qui vont rentrer, évidemment il y a les frais de fonctionnement qui vont avec, et tu as raison de citer l'UFC PI notamment. Il y a des investissements qui sont faits pour qu'un combattant aujourd'hui, demain il quitte la France, il peut s'entraîner pendant un mois au PI, j'entends, et il y a des nutritionnistes, et il y a des mecs qui vont gérer leur weight cut, compagnie. Mais
On a aussi des cas où quand les mecs ils ont réussi à se mettre en face, ils ont gagné. Anto, Francis Ngannou, il a eu raison ou pas? Mais Francis Ngannou tous les jours, et c'est le premier à le dire, mais heureusement que je l'ai fait. J'ai gagné plus d'argent, un seul combat en anglaise que toute sa carrière en MMA. Et Francis Ngannou mettait aussi, et pour le coup il a été intelligent de mettre en lumière le problème, c'est peut-être aussi la structure de rémunération à l'UFC, mais aussi en MMA. Ouais. Le délire de salaire de base plus bonus, peut-être un bonus de KO, alors que sur la boxe, il y a des parts de recettes qui entrent en jeu dans leur bourse. Non, la bourse, ouais. Et oui, ok, il y a les points de pay-per-view, mais il faut voir les points de pay-per-view misérables que tu Qui peux vont toucher. disparaître avec Paramount. Ouais, qui vont disparaître du coup avec Paramount parce qu'il n'y a plus de pay-per-view. Donc oui, Ngannou a mis ça en exergue et McGregor aussi l'avait fait un peu de son côté. Si même lui, ok, il a peut-être touché un peu plus d'argent que la plupart des combattants de l'UFC. Oui. Mais un McGregor en boxe, il est 10 fois plus riche aujourd'hui. C'est Il avait pris juste 100 ça. millions. Il avait pris 100 millions contre Mayweather. Oui, mais est-ce qu'il aurait pris 100 millions Jamais. contre l'UFC? Jamais. Jamais à l'UFC tu prends 100 millions. Si tu prends 10 millions déjà, t'es le roi du monde. Du coup, Yacine, il y a Topuria. Là, tu sais comment me lancer. Non, mais parce qu'on connaît les règles. On sait que l'UFC l'a fait avec McGregor une fois. Dana White a regretté. Il a toujours dit j'aurais peut-être pas dû le faire. J'ai gagné de l'argent, mais j'ai créé une star qui est devenue plus grande que la marque UFC. Et c'était pas ce qu'il voulait faire. Topuria, aujourd'hui, dès qu'il a l'opportunité, il call out Crawford. J'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quel intérêt, puisque tu sais très bien que ton patron voudra pas organiser, ou alors, du coup, est-ce que tu penses que Topuria, il a suffisamment de star power pour que l'UFC le refasse? Alors, je vais compléter le point d'Anthony avant de te répondre. Ouais. Tu verras le lien. Par rapport à la répartition des revenus, justement, des combattants dans le MMA et plus précisément à l'UFC. Du coup, on a 3 cas. Vous avez mentionné Francis Ngannou. Lui, il a dit « je suis pas d'accord, j'ai envie de faire bouger les choses ». Il s'est vraiment mouillé pour tout le monde. Il a fini dehors. Ouais. Peu importe de quelle manière, peu importe, il a fini dehors. On a eu le cas Conor McGregor. Conor McGregor, lui, il a atteint un stade de notoriété où il est devenu plus gros que le sport. Résultat, aujourd'hui, il est complètement perdu. Voilà, il s'est complètement défait justement de son âme de combattant. Et on le voit plus, en fait, il est plus actif. Et il a aucun intérêt. Franchement, je suis lui, je retourne jamais dans une cage. Je sais pas pourquoi j'y retourne. Le 3e cas que tu mentionnes, Ilia Topuria. Venons-en. Ilia Topuria, il est dans un entre-deux. Ça veut dire que il commence justement à avoir ce star power. Il n'est pas encore assez gros pour s'émanciper de l'UFC, mais tu vois qu'il a atteint quand même un level où il peut choisir les choses. Tu vois, lui-même, il dit c'est moi qui décide qui, c'est moi qui décide quand. Et c'est vrai que en fait, il pourrait duck qui il veut actuellement. Je pense que l'UFC se plierait justement à ses demandes. Maintenant, il a call out Crawford. Il est en position, comme je disais, c'est peut-être le combattant qui a le plus le vent en poupe d'un point de vue notoriété avec Khamzat Chimaev actuellement à l'UFC. Il a call out Crawford. Pourquoi, pour moi, ce combat, justement, ne fonctionnerait pas comme un Conor Floyd? Il y a plusieurs raisons qui ont fait que le combat entre Conor et Floyd a fonctionné. Le premier, c'est que Conor était la plus grosse star de l'UFC unanimement. Ilia ne l'est pas. Floyd, à ce moment-là, était la plus grosse star de la boxe. Crawford n'est pas la plus grosse star de la boxe. Sinon, c'est lui qui aurait pris 100 millions contre Canelo. Deuxièmement, Conor était à son prime. Floyd Mayweather n'était plus à son prime. Ce qui fait que tu pouvais vendre justement, à part aux spécialistes, la possibilité que... Il y a moyen. Peut-être que... Ok, je vois. Mais Crawford, là, est à son prime. Crawford vient de lâcher une masterclass contre Canelo Alvarez. Qu'est-ce que tu vas faire croire à qui? Et même à l'époque, en fait, Conor McGregor était beaucoup plus starifié, était une plus grosse star, une plus grosse icône justement que Mayweather. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus équilibré justement entre Ilia et entre Crawford. On peut me parler du nombre d'abonnés sur Instagram, etc. Mais finalement, la réalité, elle est là, tu vois. Ilia Topuria, pour toucher un tiers de ce qui était garanti, ça veut dire qu'il peut toucher plus de ce qui était garanti à Crawford sur le papier avant même de monter sur le ring. Ilia, faudrait qu'il fasse Performance of the Night, KO of the Night, donc il touche 100 000 de bonus, plus sa prime, et ça, c'est... Non, c'est limite impossible. On parle pas de la même chose. C'est pas le même sport au niveau financier. C'est intéressant ce que dit Yass. Est-ce que tu penses que l'UFC empêche Topuria d'être une plus grosse star que ça?
Bah, l'UFC, ils ont eu le cas avec Conor McGregor, ils n'ont pas su le gérer. Dana White, c'est le premier à l'assumer que McGregor, il n'a pas su le gérer. Il avait réclamé des parts. Ouais, il avait réclamé des parts de l'UFC. Il n'a pas su le gérer sportivement et aussi humainement. On a vu ce que devient Conor McGregor, tout le monde est au courant. Humainement, il n'a pas su le gérer. Et pourtant, il est toujours, entre guillemets, en contrat avec l'UFC. Ils essayent de le faire combattre à la Maison-Blanche. On espère. Chandler, en tout cas, il attend. Mais, Ouais. mais ce délire avec Conor McGregor, je pense que c'est, comme il l'a dit Yass, hein, et tu l'as dit aussi, Dana White, il a fait une erreur. Il veut plus faire la même chose. Donc, dès qu'il y a un combattant qui va commencer à devenir une star, oui, ils vont y aller un peu doucement. Oui, de toute façon, ça sert plus à rien maintenant. Est-ce qu'ils vont faire vendre des pay-per-view maintenant ? Bah non. Donc, oui, tu as besoin de stars pour regarder le combat. Mais il n'y a plus besoin de vendre Dana de White, pay-per-view. lui, dit j'ai pas de problème de star aujourd'hui. Mais non, je pense que quand même si. Oui, si, il y a un problème de star aussi à l'UFC. On est tous les trois et je pense que on n'est pas capable de dire. Enfin, je pense que la plus grosse star de l'UFC, on n'est pas d'accord tous les trois. Et potentiellement, on a un différent chacun. Ouais. Et à partir de là, alors que en boxe, la star, c'est tout simplement, c'est même. Et oui, il a perdu, mais c'est toujours Canelo. C'est toujours Canelo. Mbili le disait, c'est lui la banque de la boxe. Il l'a prouvé avec Crawford. Crawford, il a touché combien ? 50, 70 ? Il a 50 millions et il y a des primes encore qui arrivent sur lui là. Ouais. Donc Mais à la fin, ça va être bien. Il était, il me semble, je crois, à 10 millions déjà garantis. Ouais, tu vois. ça c'était du garanti. Ouais. Ah, mais t'imagines 10 millions garantis Déjà. à l'UFC, il n'y a aucun événement où on te dit, bon les gars, 10 millions garantis. Et je reviens sur ce que tu disais, de ce que Crawford disait dans le Panfanpan de podcast. Il y a des mecs en undercard, c'est peut-être leur 10e combat pro en boxe. Ils doivent rigoler quand ils regardent les salaires des mecs en MMA. Il y a des mecs qui sont en 22-2. Ils sont sur une carte Madison Square Garden, donc peut-être l'une des plus grosses salles en MMA. Ça va toucher 300 000. Les mecs, ils sont à 1, 2, 3 millions. Undercard de Joshua, mais ça se trouve, c'est le 3e combat de la soirée en fait. Ouais, après, il y a beaucoup de. Après, faut pas oublier. Après, c'est vrai que tu vas avoir des combattants en anglaise qui touchent des primes très basses parce qu'il n'y a pas de notoriété, parce qu'ils sont en ouverture de carte, etc. Mais tu peux pas. Parce que je vois souvent cette comparaison-là avec les combattants de l'UFC qui prennent 10 000 quand ils arrivent et tout. Ouais, mais bon, la probabilité. Pour ton combattant de l'UFC versus le boxeur en anglaise, que ses primes augmentent de façon exponentielle et rapidement, elle est bien plus du côté du mec en anglaise. Je te parle pas des journeyman, je te parle pas des mecs, tu sais très bien qui vient pour perdre ou qui vient pour construire la carrière d'un autre. Je te parle à potentiel, on va dire à prospect, tu vois, équivalent à prospect en MMA, un prospect en boxe. C'est pas du tout la même vie. Le chemin inverse. Les combattants de MMA en boxe, ils viennent pas. On va vite évacuer le cas James Toney, qui est un de mes boxeurs préférés de tous les temps, un combattant exceptionnel. Et si vous l'avez vu juste contre Couture, je vous invite à aller regarder ses combats, James Toney, notamment l'exceptionnel combat contre Mike McCallum, mais évidemment la guerre qu'il a faite à à Roy Jones, même s'il perd ce combat. Attention à James Toney, qui est un des 20 meilleurs boxeurs de tous les temps. Mais bon, il est parti faire du MMA parce qu'il voulait le chèque. Il a harcelé Dana White, il a fait le chèque, il s'est fait soumettre en, je sais plus, quelques minutes. Humiliation premier round, hein, c'est tout. Hein. Contre Randy Couture. Ça va pas évoluer, ça. Non. L'attrait du MMA, il n'est pas suffisamment important, visiblement. L'attrait du MMA est pas suffisamment important. En fait, ce qui fait, je pense que la boxe jouit encore de ce plus gros rayonnement, justement, que le MMA. En fait, c'est pas un hasard. À notre échelle, à nous, à la France, on peut être biaisé. Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît clair qu'en France, en tout cas, le MMA rayonne plus que la boxe. Aujourd'hui, les jeunes, maintenant, ils vont s'inscrire dans des salles de MMA. Ils vont pas s'inscrire dans des salles de boxe. Il y a beaucoup plus de com sur le MMA que sur la boxe. On entend plus parler de MMA que de boxe. Mais à l'échelle mondiale, le rayonnement n'est pas le même. En fait, comme je disais, il y a cette ancienneté, cet aspect historique dans la boxe, justement, que tu n'as pas encore sur le MMA, qui est un sport très, très jeune. On a moins de recul. Dans la boxe, tu as des légendes, tu as eu des rivalités, tu peux compter les histoires, tu vois. Moi, j'ai grandi, justement, en écoutant mon père, mes oncles dire non, mais tu te rends compte, tu vois, à l'époque, on faisait nuit blanche, on se rejoignait tous, il y avait des cafés qui ouvraient en pleine nuit pour regarder les combats de Mike Tyson, et puis... c'est des légendes. On parle des Mike Tyson,
juste Mohamed Ali, qui est sûrement l'athlète, voire l'être humain, un des êtres humains les plus connus de l'histoire en fait. Mes enfants savent qui est Mohamed Ali, ils ont 10 ans. Alors ok, ce sont tes enfants. Ce sont mes enfants. Non mais on en rigolait dans la voiture, tu vois. Je leur dis mais comment vous savez qui est Mohamed Ali? Est-ce que c'est ma faute? Je dis non mais on sait qui est Mohamed Ali parce que c'était un boxeur, parce que machin. Tu vois ce que je dis? Et juste de nom. J'aurais pas dit tout ça quoi, tu vois. Non, juste de nom, oui, Yass a raison quand il dit que c'est potentiellement l'un des humains les plus connus. Puis il y a peut-être aussi que le MMA est un sport assez jeune et donc il n'y a pas eu cette nostalgie des légendes qui ont été créées. Là on parle de combats, ils ont eu lieu dans les années 50, années 60, 70. On a l'un des GOAT qui sévissait dans les années 30-40. Mais voilà, dans les 30-40, on en avait parlé, on avait fait un Fighter Club sur tous les grands boxeurs de l'histoire en poids lourd. Il n'y a pas encore cette longévité en MMA, c'est encore très frais. À peine 40 ans. Hein. Ouais, c'est à peine 40 ans de l'histoire, donc il n'y a pas cette nostalgie aujourd'hui. Bah, je vois pas mon père ou même mon grand-père me dire ah ouais l'UFC 2 c'était quelque chose quand même, je me rappelle. Il y a pas cette légende, tu parles avec nostalgie encore en MMA. Ouais. Donc il y a pas ce prestige. Pour rester à l'international, alors quelle génération va faire changer ça? Parce que on voit bien l'engouement du MMA, on peut pas le nier. On reviendra sur la France après, mais même à l'international, l'UFC, attention, c'est quelque chose, ça fait remplir, ça fait parler surtout, et les mecs deviennent, on arrive à acquérir une certaine notoriété. Est-ce que surtout tous les deux, je vais commencer par Anto, mais surtout tous les deux qui êtes plus que connectés, parce que c'est votre métier de couvrir ce sport au niveau digital, on sent l'engouement différent ou pas? On peut parler par exemple de nos vidéos. On sait que nous, quand on parle d'anglais, ça fait quand même moins de vues que quand on parle de MMA. Est-ce que c'est cette génération-là, Anto, qui va faire basculer le MMA devant au niveau international? Bah, je vais prendre de ce que disent à peu près tous on en parlait aussi avec Sacha Alix, on en a parlé avec Hugo Pérez qui travaille avec nous sur tout le long des Fight Week, et Sacha, il avait dit quelque chose d'assez intelligent. Il dit il y a une première génération qui a ouvert les portes. Ouais. Donc l'ancienne génération, Cyril Diabaté, chez Congo, qui ont été combattre un peu partout, ça a mis une lumière. La deuxième génération, Taylor Lapillus, Michael Lebou, ça a commencé à se professionnaliser. Et il y a là cette troisième génération où ça a été légalisé, où les combattants commencent à être très médiatisés. On a des combattants MMA aujourd'hui qui ont plus de 1 million de followers. Cyril Gane, Cédric Doumbé. Il y a sûrement Baki qui arrivera au million s'il continue avec ce qu'il fait en carrière. Je dirais que c'est pas notre génération qui allons faire bouger les choses. Oui, ça tend à changer parce que le MMA aujourd'hui fait plus de vues que la boxe, en tout cas au niveau digital. On le voit bien. Au niveau international, on le voit aussi. J'ai été regarder un peu les chiffres qu'on avait fait, nous, RMC Sport, que ce soit l'an dernier ou même l'année d'avant. Cédric Doumbé, quand il met KO Jordan Zebo, en cumulé, c'est 100 millions de vues. Je crois que le Fighter Club bat l'Afterfoot. Ce jour-là, je ouais. le dis. Hein. Ouais. Et les chiffres de l'Afterfoot sont énormes. Hein. Ouais. Faut dire la vérité. Et je crois que c'était un classico en plus. Et je pense pas que ce soit possible avec la boxe aujourd'hui. Mais donc pour moi, ça a augmenté exponentiellement. Il y a eu un plafond de verre, ça tend à augmenter encore. Je pense que c'est la génération d'après. Désolé Baba pour ce que je vais dire, mais le jour où Yass et moi on a ton âge et qu'on parle comme ça de la nouvelle génération, je pense que c'est cette nouvelle génération-là qui va commencer à dire oui mais regardez, il y a 20 ans, il y avait ce mec-là, il y a 20 ans, il y avait ce mec-là. On va parler, nous, à la prochaine génération, et avec les outils qui vont arriver, ça va commencer à se tendre vers la nostalgie du MMA qu'on a aujourd'hui. On ne l'a pas, la nostalgie du MMA, je vois pas. On va parler, ouais tu te rappelles José Aldo, mais José Aldo il a pris sa retraite l'an dernier. Oui, et puis on se rappelle plus de sa fin de carrière. Même cette année, c'était cette année. De sa fin de carrière que de ce qu'il a fait au WEC que personne ne regardait. Yass, corrige-moi si je me trompe, tu as fait une Fight Week où il y avait Crawford qui était venu utiliser les installations un petit peu de l'UFC. Du coup, toi, tu as pu te rendre compte un petit peu de la vibe qu'avait un mec, une star de l'anglaise, versus les mecs de l'UFC, versus une Fight Week de l'UFC où on devait quand même avoir le focus sur le MMA. Est-ce que tu as vu quelque chose de particulier, de différent sur lui, au niveau en termes d'aura, en termes de gens qui venaient le voir, tu sais, d'engouement, quoi, tu vois? Bah, c'est marrant. Alors oui, l'aura, t'en parlais. je vais t'expliquer ça. Crawford, moi c'est marrant parce que le moment où je me rends compte qu'il est dans le PI, en fait, on se croise pour aller aux toilettes, pour l'anecdote. D'accord, au Performance Institute. Exactement. Ouais. Et je vois qu'il s'entraîne. Donc nous, ce jour-là, on faisait les interviews, c'était pendant l'International Fight Week, donc la Fight Week de l'UFC 317. On faisait les interviews du coup avec le collègue Amin Mohamed.
Et on le voit passer. Et une fois qu'on a fini du coup toutes nos interviews, avant de partir, on s'est posé et on a regardé son entraînement. C'est simple, il avait privatisé, je ne sais pas si c'était prévu comme ça, hein, mais en tout cas, à ce moment-là, il était tout seul avec son équipe dans quasiment tout le PI. Je ne sais pas si l'UFC, justement, lui a donné le privilège d'occuper les installations juste pour lui, mais il y a cette aura. Il y a cette aura où, en fait, c'est vraiment... J'avais l'impression d'être dans Rocky, en fait. Ok. Tu vois, tu as toute l'équipe qui est là, qui a Donf derrière lui. De l'autre côté, tu vas avoir 3-4 gars quand même qui vont se parer, parce que c'est tous des boxeurs. Tu vas avoir la musique à fond. Et Crawford, vas-y, Baba, je vais pas te faire sortir ça de la bouche. C'est magnifique à regarder s'entraîner. C'est incroyable. Hypnotisant. Son shadow, il est hypnotisant. Voilà. Je suis d'accord. Et d'un point de vue média, du coup, le lendemain ou 2 jours après, on avait du coup les premières sorties médiatiques de Canelo et de Crawford, où il lançait du coup la promo. Et puis voilà, on présentait un peu au grand public la boxe sous l'angle justement de la machine UFC. Et je peux te dire que ce qu'on appelle les scrums, donc les micros tendus avec Canelo ou Crawford, c'était pas la même chose que quand tu as un micro tendu avec Ilia Topuria ou avec n'importe quelle grosse star de l'UFC. C'est-à-dire que là, déjà à la base, nous, on était censé avoir, en tant que média partenaire, on était censé avoir un créneau pour s'entretenir en one-to-one, donc en solo avec les 2 athlètes. On est arrivé sur place et en fait, ils ont été débordés. Ouais. Pourtant, il faut dire à quel point la machine UFC, d'un point de vue organisation, est bien huilée. Mais là, ils ont été débordés, en fait. Et c'était vraiment... c'était du journalisme à l'ancienne, en fait. C'était celui qui avait le plus faim, qui réussissait à avoir l'angle pour la caméra, qui réussissait à avoir un bout au micro. Et pour revenir maintenant chez nous, en France, on peut, je pense, dire, sans se tromper, on a posé la question, vous avez posé la question en Fight Week aux combattants à l'UFC Paris, on peut dire sans se tromper, Anthony, que le MMA il est passé devant la boxe. Je crois que j'insulte personne quand je dis ça. Non, t'insultes personne. Tu parles. Il y a plusieurs langues dans le monde. Là, tu parles français. Clairement, c'est passé au-dessus. On peut déjà regarder à notre échelle. Tu le disais, le MMA fait plus de vues de la boxe et ça n'a choqué personne. Là où vraiment, personnellement, j'ai compris que le MMA faisait plus de vues de la boxe, c'est que à un moment, on a eu un combat de Canelo. Ouais. On l'a diffusé. C'était un UFC Fight Night. Désolé, je me rappelle plus de l'UFC Fight Night, mais pour que je m'en rappelle plus, c'est que c'était pas l'UFC Fight Night de l'année. Ouais. Plus de vues pour le résumé de cette UFC Fight Night que du combat de Canelo. Ça veut dire à quel point en France, la boxe, on regarde pas trop. Même en France, hein, quand on parle de Tony Yoka, quand on parle de Christian Mbili, c'est dommage parce que ils sont vraiment très proches. Enfin, Mbili plus que Tony Yoka d'une ceinture. On peut dire que Mbili, il est au même stade que Nassourdine. Ouais. Ils sont à un combat où le prochain combat, c'est pour le titre. Il est même champion du monde intérimaire. Oui, il est même champion du monde intérimaire. Donc... Et pourtant, c'est pas les mêmes vues. C'est pas du tout les mêmes vues. Nassourdine, qui a eu du mal à avoir une hype en France, aujourd'hui, il fait une vidéo, il fait un edit, c'est 500 000 vues. Et c'est normal. Un Bakary Samaké, comment on le place? Parce que c'est plutôt populaire quand même. Bakary Samaké, c'est populaire, ouais. Bakary Samaké, on voit sa réponse, ça clique. Après, je pense que là, on est sur des cas isolés où c'est de l'ordre en fait du personnage, de l'influence qu'il a, de la gestion ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par énormément de choses. C'est pas à vous que je vais apprendre que la méritocratie, de manière générale, ça n'existe pas. Mais encore moins dans ce sport. Dans les sports de combat, c'est pas celui qui travaille. Sinon, on en parlait, Christian Mbili, je pense qu'il galérerait pas autant pour avoir ce qu'il veut. Non, t'as raison. C'est pas les combattants en fait qui le méritent le plus, qui disposent justement de l'exposition justement adéquate. Et pour revenir justement au rayonnement MMA, au rayonnement boxe, je pense qu'en fait les 2 sports n'en sont pas du tout au même stade dans leur chemin. Et je pense que la boxe n'a plus besoin de faire autant d'efforts que ce que le MMA est en train de faire. La machine UFC, ça passe par du storytelling, ça passe par énormément de promos, ça passe par beaucoup de communication. Aujourd'hui, la boxe, tu le disais très bien, Baba, en début de podcast, les gens vont regarder. Les gens qui ne suivent pas le sport de combat de base
étaient branchés sur Canelo Crawford. Ils entendent parler d'une manière ou d'une autre. Pourtant, en France, personne ne fait de com, quasiment. Même là-dessus. quand on sait que sur le combat, au final, ça va pas super bien se passer. Le Mayweather-Pacquiao, j'ai passé, je pense, 2 mois à expliquer à mes potes, les gars, le combat, il va pas être bien. J'essaie de leur faire comprendre, ne veillez pas, vous allez être super déçus, vous allez insulter tout le monde, vous allez dire que le fight du siècle qu'on vous a vendu, j'aurais dit, ça va être un combat où Mayweather va remporter 10 rounds sur 12. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Je te parle même pas de Mayweather McGregor où si j'étais parieur, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Parce qu'il y a plein de gens qui ont réussi à comprendre, à croire que McGregor allait mettre KO Mayweather. Donc t'as raison, c'est beaucoup de storytelling. Le storytelling, la boxe l'a fait à l'époque avec HBO, notamment After Dark, on avait des 24/7, le légendaire où Mayweather s'embrouille avec son père. Ça fait des millions et des millions de vues avant le combat contre De La Hoya, qui est normalement coaché par le père de Floyd. Tu vois, les stories, enfin, il y avait des histoires de fous. Dans le MMA, on va avoir des choses comme ça, mais c'est quand même à un degré moindre. On peut dire en France, en tout cas, moi je pense que le MMA, je l'avais dit au KSW qui était venu nous interviewer, Herbie et moi, je disais que le MMA, ça va, il y a un moment où ça va être juste en dessous du foot en France. Moi je le crois sincèrement. Ou je suis fou. Ouais, Non, moi je pense que t'es un peu fou. Ouais. moi, je pense pas qu'il. Qui va rester devant? Moi, je pense pas que tu sois très fou. Hein. Après, Il y a des sports, le basket, le rugby, c'est vraiment fort. Mais je pense qu'en termes de. On parle pas forcément en termes de statistiques, etc., hein, pas en termes d'audience. Mais je pense que tu vas dans un café en plein après-midi, tu auras autant de chances, voire plus de chances d'entendre parler de MMA que d'entendre parler de plein d'autres sports. Et c'est là que je te rejoins, moi, Baba. Ouais, je suis pas tellement d'accord avec vous sur ce sujet-là. Oui, forcément, en fait, je trouve que le MMA on va parler du MMA quand il y a un événement. Ouais. Il y a eu l'Hexagone MMA vendredi. Samedi, on va parler de Paul Donat. Dimanche, on va parler de Théo Ulrich. Lundi, on va parler de foot, rugby, athlétisme. Le MMA ne vieillit pas en dehors des événements, quoi. Pour moi, le MMA ne vieillit pas encore assez. Oui, il y a l'UFC Paris. Forcément, ça va vieillir plus longtemps, l'UFC Paris. Mais à l'échelle en France aujourd'hui, je pense que le MMA est encore assez loin derrière. Non, aujourd'hui, mais tu as des events toutes les semaines. Mais à terme. Oui, mais il y a des matchs de rugby toutes les semaines, il y a des matchs de foot toutes les semaines, il y a des matchs de volley toutes les semaines. Mais là, je te dis pas le contraire. Mais tu me dis que le lundi, le mardi, c'est normal, tu vois, c'est le week-end les matchs. Oui, bien sûr que c'est week-end, mais la performance va durer moins longtemps. Je me rappelle que quand je suis à l'université en STAPS, oui, je suis fan de MMA. À ce moment-là, le MMA vient d'être légalisé. Je suis tout seul. On est deux. Ah non, on est deux. Il y avait Damien qui était avec moi. On est deux. Ouais. On est deux. Le foot, peu importe le match, oui, forcément, un Barça Real, ça va plus parler. Tu vas parler foot toute la semaine. Nous, aujourd'hui, oui, ensemble, on va parler MMA. Mais aujourd'hui, mes potes, quand je suis avec eux, oui, ça va parler MMA 3 secondes. Mais après, ils vont dire, ouais, sinon, t'as vu le match d'Haaland et tout. Ils sont même plus capables de parler d'Antoine Dupont qui te fait une meilleure. C'est ce que j'allais dire. Parce que le foot, tu comprends pas. Le foot, je comparerais jamais. Non, mais c'est là que j'allais en venir après dans l'argumentaire. Ça restera le sport roi. Mais derrière le foot, moi, je vois un monde à peut-être moyen terme. Après, je sais pas, si tu veux que je te donne une période, je suis 10 ans peut-être, où je me dis que oui, ça peut arriver derrière et que effectivement, t'es ces choses-là, ce qu'on faisait nous, enfin ce que je faisais, parce que je suis plus vieux que vous, ce que je faisais avec mes potes il y a 20 ans, de bloquer mon samedi pour regarder le match de foot avec mes potes. Bon, je peux plus parce que maintenant je travaille. Merci monsieur Laurent Dupuis. Ça se plaint. J'ai plus de samedi soir. Mais ouais, je vois bien ces trucs-là se faire et avoir des soirées MMA. C'est pas encore le cas, mais je vois bien un monde où ça peut arriver en deuxième. On verra. Mais t'en parles de partout. Regarde, on va pas le nier. Il y a un aspect trendy. C'est la mode. Hein. C'est la mode de suivre le MMA. C'est des vagues comme ça. Tout comme il y a une vague, par exemple, actuellement dans les sports de raquettes pour le padel. Ouais. Il va passer devant le MMA, ça ? Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a l'aspect trendy qui joue. Et justement qui pousse le fait que les gens s'y intéressent de plus en plus, que tu veux faire partie des discussions. C'est un peu comme le dernier film qui est sorti au cinéma. Si tout le monde l'a vu, tes potes en parlent, t'es la 5e roue du car. Enfin, t'as envie de pouvoir dire des choses. Et je pense qu'il y a un autre aspect aussi qui contribue à ça, c'est la dédiabolisation du sport, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, je voulais dire que la boxe jouissait de cette image du noble art, tu vois, du combat pur, du respect, du combat propre, là où le MMA, en fait,
ça a commencé par... En fait, c'est ce qui se rapproche le plus de la bagarre de rue en termes de sport de combat. Et je pense que l'encadrement, justement, et la banalisation, l'abondance de contenu sur le MMA, ça fait que les gens s'y habituent en quelque sorte. C'est dédiabolisé, on a une fédé qui fait du taf. Les choses avancent, tu vois. Aujourd'hui, tu passes par des parcours amateurs avant de passer pro. C'est structuré. Et tu es encadré, exactement, c'est structuré. Et d'un point de vue pratique, les gens s'inscrivent également dans des salles de MMA plutôt que de boxe ou d'autres arts martiaux. martiaux. On manque de licence, je le rappelle. Évidemment. En parlait. Mais les choses avancent parce que, comme je le disais, c'est ce qui se rapproche le plus d'un combat de rue. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui le font par passion, de base parce qu'ils rigolent et qui décident de franchir le cap. Mais il y a beaucoup de pratiquants qui ont poussé les portes d'une salle pour apprendre à se défendre au sens le plus littéral du terme. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais encore sur ce délire, tu dois dédiaboliser le sport. Mais ce que je pense et ce que j'ai oublié de dire dans mon argumentaire, c'est qu'aujourd'hui et même dans 10 ans, les images sont beaucoup trop violentes pour dépasser un sport comme le basket ou dépasser un sport comme le rugby. Oui, la génération 18-35 ans, elle va regarder le MMA. Mais, désolé Baba, les 40, 60, 75 vont pas regarder. Les images sont trop compliquées. Je pense que ça va aller avec les générations des images compliquées des réseaux. Sur les réseaux, on en voit beaucoup plus tous les jours et on en voit des beaucoup plus durs que du MMA. On voit des images de guerre tous les jours en 4K sur les réseaux. Aujourd'hui, plus rien n'est censuré. Donc à partir du moment où tu peux voir du contenu comme ça, je pense pas que ce soit un combat de MMA qui te choque. Tu vois. C'est vrai, mais j'entends ce que dit Anto. C'est quelque chose qui est encore très prégnant aujourd'hui. On verra si ça évoluera avec le temps. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. On va quand même finir sur un sujet qui est très important, c'est les crossovers, justement. Les combats MMA box, est-ce que ça va continuer à se développer? On a un nouveau player qui est arrivé dans le game, c'est MVP Promotions, la promotion de Jake Paul. On est obligé de parler de ce gars-là parce que, qu'on le veuille ou non, il a révolutionné un petit peu le game en arrivant, en prenant des combattants de MMA complètement rincés. Vraiment, prendre des mecs qui savent même pas boxer. Ben Askren, big up à lui qui se remettent bien d'ailleurs, mais un Ben Askren en boxe, on savait tous comment ça allait se passer. Tyrone Woodley qui certes avait une belle droite en tant que lutteur en MMA, quand t'as pas la menace du takedown, la droite c'est beaucoup plus compliqué de la placer. Même des basketteurs. Des basketteurs notamment. C'est genre qu'on met une pièce dans la machine là. Ouais. Maintenant c'est vrai que les combats boxe versus MMA, c'est ceux qu'on voit le plus, c'est ceux dont on parle le plus. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à se multiplier? Oui, mais qu'en anglaise. Ça sera tout le temps, encore et encore de l'anglaise, à moins qu'il y en ait un qui, désolé du terme, qui porte ses couilles, qui dit ok, moi je te prends en MMA. Il y a Crawford qui disait qu'il voulait faire du MMA à un moment donné parce qu'il a un background de lutte. Ouais. Wilder qui disait qu'il voulait prendre Ngannou en MMA, oui, essaie, mais le MMA est trop spécialisé et peut-être encore fait pas encore rentrer assez d'argent pour faire des crossovers en MMA, mais en boxe ça se fait et ça se fera encore, ça amène un nouveau public en fait, c'est ça le truc. McGregor il a commencé quelque chose que d'autres ont continué. MVP Promotions, donc Jake Paul a contribué à rendre la chose pérenne entre guillemets et banale, on voit beaucoup plus d'affrontements. Est-ce que Francis Ngannou avec sa performance contre Tyson Fury va pas inciter les combattants de MMA à être beaucoup plus vigilants sur leur renégociation de contrat en se disant peut-être que je vais aller tenter ma chance. Il y a Darren Till qui est en train de s'éclater là en ce moment en boxe. Surtout que la performance, on en pense ce qu'on veut parce que avec ce qu'il est advenu ensuite contre Anthony Joshua, on peut relativiser sur le vrai niveau qui a été atteint par Francis Ngannou, mais il a montré un chemin, il a protesté et certes, il a pas forcément eu gain de cause à l'UFC, il a dû quitter. Mais comme il l'a dit ensuite, il a pris plus que toute sa carrière en un seul combat. Donc évidemment qu'il a montré une voie. Évidemment que MVP Promotions banalise justement ces affrontements. Et on le répète, surtout ça a été beaucoup dit dans cette émission. Je me souviens que toi et Alexandre Rabinet justement étiez vraiment à fond sur cet aspect-là. C'est du prize fighting. Les gars ne nous doivent rien. Alors certes, c'est du divertissement. On est content de les regarder, on est content de suivre certaines histoires. Mais les gars ne nous doivent rien. Ils gagnent leur argent. Si tu peux aller faire un combat, justement, un crossover pour gagner beaucoup plus d'argent, qui va dire non en fait? Je vois pas comment. On a Saladin Parnasse qui a fait le choix justement de faire un combat en anglaise contre Franck Petitjean.
Il y a des retours plutôt négatifs autour de ça, mais c'est parce que les fans, encore une fois, attendaient Parnasse à l'UFC. Est-ce que tu penses que c'est plus par rapport à ça ou au fait qu'il fasse un combat en anglaise et qu'il perde du temps sur sa carrière en MMA? Non, c'est plus ça. En fait, Saladin Parnasse aurait fait le combat contre Petit Jean à la fin de sa carrière en MMA, on lui aurait rien dit. Ouais. Les fans n'auraient rien dit. Mais là, il est à bien presque son prime. Il a, je crois qu'il a 26, il a 27 ans, Saladin. Les mecs attendent, enfin les fans n'attendent qu'une chose, c'est qu'il performe au plus haut niveau, que ce soit au MMA, à l'UFC ou au PFL. Et là, le fait qu'ils prennent, même Vitu, prendre Cédric Vitu, il aurait eu autant de critiques. Là, on a juste à voir toutes les critiques que Saladin Parnasse prend sur Twitter ou même sur YouTube. Pourquoi ? Parce que Saladin Parnasse est encore dans sa carrière MMA. Et en fait, ils attendent que ça. Surtout avec Keita qui signe à l'UFC, il subit cette comparaison. Oui, encore puis une fois. compare, alors que comparaison n'est jamais raison. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est des critiques qui naissent de la frustration de voir un combattant du talent et du niveau de Saladin Parnasse ne pas être confronté à ce qu'on appelle la Champions League du MMA à l'UFC. Mais ce que disait Yass, il nous doit rien. Il nous doit rien, ce que j'allais dire. Il a raison de poursuivre son rêve quand même. Surtout que Saladin, pour ceux qui le connaissent un minimum, savent que je pense pas qu'ils prennent plus d'argent spécialement que pour un combat au KSW. Je pense mais pas. il est passionné de ça. Lui, Ouais. Je pense que s'il avait pu faire une carrière, je veux pas parler à sa place, mais je pense que s'il avait pu faire une carrière d'anglaise, il l'aurait fait. Il est passionné de ça. Il a fait quelque chose que peu de combattants de MMA pourront faire, c'est-à-dire qu'il s'est mis en position de pouvoir réaliser un de ses rêves, et il le fait. Moi, j'entends les critiques parce que je comprends encore une fois les frustrations des fans. Quand c'est des critiques qui naissent de cette frustration-là, je l'entends. Après, si on va pas attaquer sur d'autres terrains, non, je suis pas OK. Mais moi, je pense aussi qu'il a raison de pouvoir saisir cette opportunité de réaliser son rêve. Je terminerai juste par une question, parce que moi, je pense que ces crossovers-là, ils font dans une certaine mesure du mal aux deux disciplines. Moi, je suis pas fan de ces crossovers-là. Je pense que du côté de la boxe, tu auras toujours cette pression de se dire faut pas que je perde contre un combattant de MMA, sinon c'est chaud, tu vois. Et du côté du MMA, c'est pas it's not a good look, comme on dit, d'être une star et de dire il me faut mon combat en anglais, s'il vous plaît, les gars. Regardez, je suis là, j'ai besoin de prendre le gros chèque. Je vais vous poser une question très simple, puisque de toute façon, on est dedans et qu'il faut être pragmatique. C'est quoi le combat boxe versus MMA crédible aujourd'hui ? Crédible aujourd'hui, T'as le droit de dire qu'il n'y en a pas. pour moi, il n'y en a aucun de crédible. Vraiment. Pour homme, non. En boxe. Jamais. J'en vois aucun. Franchement, j'en vois aucun. À haut niveau, évidemment, je parle à haut niveau, les mecs. Déjà que je suis pas fan comme toi de ce genre de crossover. Je pense également que ça fait du mal aux deux disciplines. Vraiment, j'en vois aucun. Je trouve que l'exemple parfait qui nous montre justement qu'il n'y a pas d'enjeu particulier, c'est le fight avec les special rules là, de O1 entre Rotang et Rotang et Johnson. Demetrius Johnson. Ouais. En fait, je ne veux pas me faire d'ennemis dans la boxe, s'il vous plaît, mais c'est plus facile, on va dire c'est moins dur de survivre en striking face à un gars qui a l'avantage sur toi que de survivre face à un lutteur ou un grappleur qui a l'avantage sur toi. Et on l'a vu directement dans le deuxième round. Le premier round, il a survécu, Demetrius Johnson, mais le deuxième round... Il a pris son temps en plus. Ouais. Il a pris ses 5 minutes, il a pris le temps, il est parti le soumettre à la 4e minute. terminé. Non, la vérité, c'est que je vois aucun fight. Alors, il y a des combattants que j'aimerais voir s'opposer à des combattants de MMA, que j'aimerais voir avec des mitaines. Mais... Ok, c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Ok, c'est autre chose. Shingiz Alazov, je dis pas que je vois dans une cage. Beterbiev sous mitaine, j'aimerais voir. Non. T'es meurtrier, toi. On va essayer de préserver la santé des gens, s'il te plaît. On va pas faire des choses comme ça. Toi, il y en a, Baba ? Non, parce que moi j'aime pas du tout ces crossovers-là. Et j'ai été biberonné au crossover. Moi, je suis de la génération qui a grandi avec le Pride. J'ai vu du n'importe quoi, du kickboxing versus MMA, du sumo versus kickboxing. Je vous invite à aller regarder Rémi Boniaski contre Akebono, vous allez rigoler. Mais c'est ce à quoi j'ai été biberonné. Mais je savais que c'était du freak show. Je viens pas chercher un truc réel, tu vois. Les trucs réels, non, ça m'intéresse pas. Que chacun reste dans sa discipline. On a déjà beaucoup de combats très intéressants. Je finirai simplement par dire que oui, ces crossovers-là vont se développer, et je dirais que ce serait peut-être d'une manière qu'on attend moins, parce qu'il ne faut pas oublier que Zuffa Boxing, la société de Dana White, qu'il a créée pour faire la promotion de la boxe, appuyée par Turki Al-Achir, même si ça s'est pas super bien passé, leur Fight Week, et je pense qu'ils sont pas super bien potes. Dana, il a dit qu'il allait faire 14 à 16 cartes de boxe en 2026. 14 à 16, donc c'est plus d'une par mois, et vous imaginez bien qu'il n'a pas suffisamment de boxeurs pour faire tout ça.
Et il voit très bien que Darren Till versus Luke Rockhold, ça fonctionne. Masvidal qui a fait son organisation, qui fait des trucs de boxe, ça fonctionne. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il va aller picorer dans son roster de l'UFC pour faire des combats de boxe, mais payer avec les primes de l'UFC. Moi, ça me paraît évident. Et de toute façon, ça va totalement avec la volonté de Dana White, ce cher Dana White, d'UFCiser la boxe. Pour ceux qui ont l'habitude vraiment, pour les aficionados qui suivent les Fight Week UFC, tu as bien vu là que c'était pareil en fait. Pendant la Fight Week de Canelo Crawford, ça se déroulait exactement de la même manière. Les dispositifs de presse-conférence, tout ça, c'était identique. Et on a bien vu que Dana, d'ailleurs, est sorti de sa zone de confort à un moment pendant la conférence de presse, avec un certain journaliste qui est venu le piquer justement sur sa volonté de réformer le Ali Act. Il lui a quand même proposé un tête à la fin de la 3e minute. Ouais, clairement. Non, mais c'est ça. En fait, c'est que ce gars-là, justement, je disais, Dana White veut UFCiser la boxe. En fait, Dana White va très probablement l'éloigniser ce gars-là après, tu vois. Ça veut dire que ce gars-là va peut-être jamais remettre les pieds dans un événement organisé par Dana White. À l'UFC, moi je vous disais encore, j'ai la chance d'en faire des Fight Week sur place. C'est toujours les mêmes médias que tu viens, c'est toujours les mêmes médias et les mêmes journalistes qui prennent la parole en premier. Et il y a ce truc-là ça fait peur, tu sais que tu dois pas le brusquer, tu sais que tu peux pas faire n'importe quoi, que tout est contrôlé, que tout est vérifié et tu te mettras pas en danger en fait. Tu as une question dont tu veux absolument avoir la réponse, mais tu sais que c'est une information qui n'a pas spécialement envie d'être divulguée par l'UFC, tu vas pas la poser la question en fait. Ouais, de toute façon, c'est comme ça depuis plusieurs années. Mais du coup, Zuffa Boxing, Topuria en boxe, en fait, c'est réel. Je vois pas Dana mettre Topuria direct en main event. J'irais plus, tu vois, quand Yas parlait, pourquoi pas faire revenir Dustin Poirier. Il a toujours dit qu'il voulait faire de la boxe. Zuffa Boxing peut lui donner ce plaisir-là. Potentiellement, des combattants en fin de carrière ou qui ont carrément mis fin à leur carrière, qui vont revenir pour faire de la boxe. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Ok, écoute, moi je pense que c'est quelque chose qui va se faire et je pense qu'on serait surpris de voir à quel point il va mettre des combattants de MMA pour essayer d'éprouver son modèle de boxe. Et si ça fonctionne, il poursuivra ou sinon il se concentrera sur son gentil slap fighting auquel. Je pense qu'il picorera assez facilement aussi. Hein. Ouais, je pense aussi qu'il va picorer. Nous, en tout cas, on a pas mal picoré dans cet épisode spécial boxe versus MMA. Je pense qu'on a taclé pas mal de sujets. C'est quelque chose qu'on pourrait faire pendant des heures. Mais on a été plutôt complet, donc je vous invite à débattre fiévreusement dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à ajouter un like, un pouce, ça nous fait toujours plaisir. Parlez-en partout, comme je vous dis tout le temps, parlez-en à votre boucher, à votre boulanger, votre pharmacien, votre gérant de salle de sport. Vous voyez plein de gens, donc parlez du Fighter Club s'il vous plaît. Les likes, c'est important, ça nous donne de la force. Merci Anto. Merci Baba, merci Yas. Merci Yas. Merci les gars. Et merci Arthur Robert, bien sûr, en régie. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.